Aujourd'hui, c'est les médias au service de qui, au service de quoi? Alors, c'est un titre un peu percutant, mais c'est sûr qu'actuellement, depuis quelques années, vous savez qu'il y a un durcissement de la façon de se parler, de la façon de produire des vraies nouvelles, des fausses nouvelles, d'interpréter, etc., de posséder des médias, de plus en plus de médias. Donc il y a quelque chose d'assez puissant qui fabrique l'opinion, se met en place. Donc c'est intéressant d'en discuter entre nous pour savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Médias, revenons à ce que c'est, parce qu'on va en parler dans un sens un petit peu plus serré que la définition du Larousse. Médias avec ou sans accent, avec un S, sans S, c'est un procédé qui permet la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de documents, de messages sonores ou audiovisuels. Mais c'est très large. C'est très large parce que ça inclut le cinéma, les affiches, etc. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt les médias d'information dont on va parler, avec des choses qui sont assez classiques, comme la presse papier, la radio, la télévision, maintenant la presse sur le web, sur Internet, YouTube comme chaîne délinéarisée sur laquelle il y a énormément de gens qui ont créé des chaînes et des chaînes d'information, et puis les réseaux sociaux. Alors, ce que je n'ai pas noté, c'est les moteurs de recherche. Mais vous allez voir tout à l'heure dans une enquête, c'est que, mine de rien, les moteurs de recherche sont une source d'information pour pas mal de Français. Google, simplement. Alors, je voulais replacer pour que tout le monde se rende compte de l'ancienneté de certains médias et de la fragilité et du caractère récent de certains médias. La presse. Alors, la presse, c'est quand même depuis le 17e, hein, le premier hebdomadaire 1631. Là, vous avez un recueil des gazettes. Et puis, si je saute bien après le XVIIe siècle, Le Monde, que tout le monde connaît, c'est encore pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a une organisation qui s'est faite de la vente de la presse avec les nouvelles messageries de la presse parisienne pour distribuer. Et vous savez qu'à cette époque, ce n'était pas numérique, donc on imprimait les journaux dans une imprimerie, et je dirais même que ce n'était pas de l'impression délocalisée, on était obligé d'amener les journaux à l'autre bout de la France. Et d'ailleurs, pour ceux qui reconnaissent, je ne sais pas si vous avez le souvenir de ces véhicules qui sillonnaient la nuit l'autoroute A7, etc., en portant une tonne et quelques de papier, parce que c'est très très lourd, pour aller distribuer les journaux. Donc c'est un média qui est vieux. Citroën a fait des 6 roues comme ça, spéciales, pour porter le papier. Et ce n'est que dans les années 74-76 que la presse a commencé à introduire sa numérisation, ce qui a permis d'ailleurs d'imprimer localement. C'est-à-dire qu'on se transmettait le fichier du journal et on l'imprimait localement. Donc les jolis CX que vous voyez ont disparu. Après, c'est beaucoup plus récent. Là, on est en 2025, mais ce n'est que depuis 2007 qu'en France, en tout cas, des médias sont venus se mettre sur le web. Bon, j'en ai écrit certains comme Rue 89, Mediapart, que vous connaissez. Alors, Mediapart, c'est ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire c'est un média qui n'existe pas en papier. Hein, mais il y a des médias qui... tous ceux que j'ai mis sont des médias qui ne sont pas en papier, hein, qui sont vraiment des médias Internet. Je ne sais pas si vous les connaissez, AOC, Blast, etc. Voilà. 17e siècle pour la presse. Je vous rappelle la radio. Alors là, d'un coup, c'est beaucoup plus récent. 1921, c'est-à-dire 100 ans. La radio, c'est 100 ans, émission depuis la Tour Eiffel, première station de radio. Et après, je saute et je vois que la naissance de stations qu'on connaît actuellement comme France Inter, France Culture, France Musique, c'est début des années 60. Donc c'est âgé à l'aune de nos âges même, mais c'est pas si vieux que ça. Après, il y a eu tout un phénomène suite aux années 70 de radio pirates, les radios libres, les radios pirates, où Radio France a essayé de concurrencer, donc a créé plein de radios, jusqu'à ce qu'en 81, fin du monopole d'État. Alors, je rappelle à cette époque, et on va le voir à la télé, que ces médias très techniques avaient des vocations qui étaient des vocations d'éduquer
et de transmettre de l'information. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes, hein. Ce n'était pas du tout la profusion actuelle, c'était vraiment à but d'éducation. Et on le voit avec la télévision. La télévision, c'était une chaîne, donc c'est 14 ans après la première radio, c'est 1935, première chaîne, c'est éduquer le peuple et transmettre des informations, mais évidemment d'État, quoi. C'est chaîne d'État, hein, clairement. Donc il n'y a pas une énorme diversité de discours. Voilà. Deuxième chaîne, troisième chaîne, et puis privatisation, c'est pas si vieux que ça, 87, hein, privatisation, et la TNT 2005. Et le média les plus récents, alors que ce n'est pas un réseau social, j'ai mis Google parce que pas mal de gens prennent de l'information sur Google. J'ai mis aussi YouTube, qui n'est pas un média social, qui est une chaîne délinéarisée, parce que là aussi, les gens prennent énormément d'informations. Mais les réseaux, vous voyez que c'est en gros, depuis les années 2000, c'est un phénomène qui a 25 ans, quoi. C'est vraiment très récent par rapport à la presse papier. Et pourtant, il y a une amplification énorme de la possibilité. Alors, c'est quoi la différence, en fait, justement avec ces derniers médias, qui sont les médias web? C'est qu'on est passé d'un média où on envoie l'information et on a des gens qui reçoivent, à un média où ça peut aller dans les deux sens. Et où, moyennant peu de finances, chacun peut éventuellement monter sa chaîne. Ça coûte pas très cher. C'est pas du tout ce que coûtaient les systèmes techniques gérés par TDF à l'époque, qui coûtaient une fortune et qui n'étaient donc que d'État. Donc on est face à, avec les réseaux sociaux, des médias multilatéraux. Aujourd'hui, on est face à ça comme média. Télévision, qui existe toujours en flux linéaire. Le flux linéaire, ça veut dire que y a des programmes, à telle heure il y a ça, à telle heure il y a ça. Public ou privé, vous le savez. Les radios, c'est pareil, c'est flux linéaire, public ou privé. Presse papier, médias numériques, avec beaucoup de possibilités, et réseaux sociaux. Alors, quand il n'y avait qu'une chaîne, c'était pas tellement un quatrième pouvoir, c'était une expression, je dirais, du pouvoir en place, qui, même en essayant d'être impartial, ne pouvait pas être vraiment impartial, éduqué et informé. Maintenant, comme il y a une possibilité beaucoup plus large de sources, effectivement, il y a une notion de quatrième pouvoir, c'est-à-dire que les médias servent à former l'opinion publique. Et on sent tout de suite quelque part que celui qui a la puissance des médias est capable de plus avoir d'incidence sur l'opinion publique. Et faire ça, ça veut dire qu'on a une influence sur les prises de position des citoyens, hein, clairement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, et si vous faites attention, par exemple, quand on a le débat entre CNews, etc., c'est parce que certaines chaînes ont signé des cahiers des charges qui sont des cahiers des charges de pluralité, en fait. Parce que c'est censé être des médias d'information. Et c'est toute l'ambiguïté, c'est qu'effectivement, c'est des cahiers des charges qui sont liés au fait que ce ne sont pas des médias d'opinion, mais c'est des médias d'information, soumis à cahier des charges. Donc toute la difficulté, elle est aussi là. C'est que quand il y a certains médias qui ont une orientation très puissante, vu leur actionnariat, ils se débrouillent, mais tu en parleras tout à l'heure, pour garder la pluralité d'informations. Jean-Luc en parlera. Voilà. Qu'est-ce que l'indépendance des rédactions dans tout ça? On va en parler un petit peu plus loin. Alors, justement, la déontologie, c'est assez ancien, ça a plus de 15 ans, mais les syndicats de journalistes ont rédigé une pétition nationale pour demander l'indépendance des rédactions par rapport à leurs propriétaires capitalistes des médias. Et en fait, ils demandent que la ligne éditoriale respecte la charte de Munich, qui elle est beaucoup plus vieille, qui est une charte de déontologie des journalistes. Alors, elle est importante, cette charte de Munich, parce que chaque fois, les journalistes y reviennent. Elle consiste en 10 devoirs et 5 droits. Alors, c'est important à savoir, parce que chaque fois, on peut remettre ça face à des journalistes. Les 10 devoirs, c'est... Alors, je vous laisse lire, mais en même temps, c'est respecter la vérité,
défendre la liberté de l'information, publier seulement les informations dont l'origine est connue ou alors accompagnée du doute, de la connaissance du doute, ne pas user de méthodes déloyales, s'obliger à respecter la vie privée des personnes, rectifier toute information publiée qui se serait avérée inexacte, garder le secret professionnel et ne pas divulguer sa source, s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation. C'est quand même très important dans un monde où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autorisations d'inventer des vérités. Ça, la charte de Munich, elle est importante. Et ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de sa rédaction. Et après, les 5 droits, c'est plus des droits pour protéger la personne et pour protéger son statut, le fait qu'elle gagne sa vie de sa profession. Donc, libre accès. Alors ça, si, c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la charte de Munich, en principe, quand quelqu'un est journaliste et vient vous demander une information, faudrait la lui donner. Ça ne se passe pas comme ça totalement tout le temps. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination. Il ne peut pas être contraint à un acte professionnel qui serait contraire à sa conscience. Et les 2 autres, ça, c'est lié à l'actionnariat de l'entreprise. L'équipe rédactionnelle doit obligatoirement être informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. C'est le lien entre le pool de journalistes, la rédaction, et l'organisation capitalistique de la structure, du média. Voilà. Et après, c'est un droit social, convention collective et contrat personnel. Tout à fait autre chose, je change de sujet. C'est pas français, c'est les États-Unis, et c'est Noam Chomsky et Edward Herman qui avaient analysé sur des médias, des mass médias américains, donc possédés capitalistiquement par des gens très influents, qu'est-ce que ça donnait, quoi? Quelle était la structure de ce modèle de propagande, ce qu'ils appelaient le propaganda model? Alors, en fait, ils se rendaient compte, parce que c'est un livre qui s'appelle « La fabrication du consentement », c'est qu'évidemment, la taille, le type d'actionnariat et la fortune du propriétaire et l'orientation lucrative des médias influent énormément sur ce que dit le média. Le poids de la pub aussi. Le poids de la pub conditionne énormément le propos du média. Le poids, éventuellement, sur certains agents des sources gouvernementales. Et là, c'était américain à l'époque, c'était l'anticommunisme. Mais on retrouve ça des dizaines d'années après, c'est plus l'anticommunisme, c'est l'anti-islamisme, c'est la guerre contre le terrorisme. Il y a toujours un autre contre lequel il faut se battre et sur lequel appuyer. Voilà. Et alors, en fait, de tout ce texte que je ne vais pas vous résumer dans le détail, c'est que généralement dans ces grands mass médias, le journaliste finit par ne plus se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en fait, il se fait alimenter en sujet à traiter. Il se fait alimenter donc par en fait sa rédaction en chef, qui elle-même est soumise aux politiques éditoriales du propriétaire. Mais finalement, au bout d'un moment, le journaliste a une illusion de liberté d'expression. Et ça, j'en parlais avec Estelle, parce que c'est pour ça que des fois, les journalistes préfèrent être indépendants, bien que ça soit très fragile statutairement pour gagner sa vie, mais pour ne pas être dans un courant qui les entraîne vers le fait de ne plus vraiment voir où ils sont, au point de vue expression. Et cette illusion de liberté d'expression, en fait, ils finissent par perdre le fait qu'ils sont dans une structure qui essaye de garantir un consensus moral pour ne pas épargner la sphère des gens qui possèdent et des gens qui ont le pouvoir. Donc c'est un système qui tourne en rond pour reproduire le système. Ça, c'est juste une petite question qu'on peut se poser chaque fois. C'est quand on cherche de l'information, c'est qui c'est qui la finance, cette information? Qui c'est qui l'a payée? Alors, soit on paye parce que c'est un média public et qu'on sait très bien, maintenant c'est plus la redevance, mais on sait que ça passe au travers des impôts. Donc on sait qu'un média public, c'est en tant que citoyen, on finance les chaînes de radio et de télé, clairement.
Mais ça peut être aussi, et de plus en plus, le fait de soi-même faire le choix de sortir des systèmes classiques et de payer son média. Alors ça peut être acheter son journal, payer, ça peut être acheter en ligne et même peut-être devenir actionnaire, et en tout cas faire un choix personnel de placer de l'argent dans une entreprise dont on va récupérer de l'information. Ou alors vous ne payez pas. Ce qui se passe beaucoup quand on cherche sur Google de l'information, on ne paye pas. Mais alors, si on ne paye pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on a servi sur une liste qui a servi à faire de la pub. On est dans une liste de diffusion. C'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que le média qui nous a donné l'information, soit il est financé par autre chose, ou en tout cas, il n'est pas financé par nous. Éventuellement, il est financé à perte, mais il a tout intérêt à ce qu'on ait lu cette information. Donc comme on est quand même dans une société d'argent, la notion de savoir qui a payé ce que je suis en train de lire est assez intéressant pour commencer à gratter. Voilà. Et maintenant, un sujet que certains d'entre vous ont déjà vu, puisque c'est une publication à laquelle tout le monde peut accéder, qui est publiée par Le Monde Diplomatique et Acrimed, qui est une association observatoire des médias, Action Critique Média. Ils font régulièrement un point sur les possesseurs capitalistiques des médias, hein, des gros médias. Alors là, c'est les gros médias d'information qui font l'opinion. Il n'y a pas du tout la presse indépendante. Donc il y a tout un ensemble de réserves qui expliquent le panel qu'ils analysent. Ça donne ça. Alors là, c'est un peu illisible, mais je vais zoomer, puis après je donnerai un détail. Dans la couronne rose, vous avez tout un ensemble de propriétaires de médias, et puis toute la toile d'araignée qui s'en va vers l'extérieur, ce sont les ramifications de possession et de pourcentage de possession dans différents médias. Là, je zoome un peu, mais ce n'est pas beaucoup mieux, sauf que dedans, vous voyez de qui il s'agit là quand même. Quand il y a un numéro, Claude Perdriel, c'est la 228e fortune française. Ça va. Mais quand vous allez Bettencourt, 4e, Ken Fisher, lui, c'est un milliardaire étranger, Bernard Arnault, Xavier Niel, 9e, Kretinsky, c'est étranger, famille Bouygues, Rodolphe Saadé, c'est le CGA, hein, c'est les bateaux. Donc vous voyez tous les numéros de milliardaires là. Et en gros, le 9 milliardaires possèdent plus de 80% des médias en France. Je crois que c'était Julia Cagé qui avait étudié ça, très récent, c'est une économiste. Et en gros, là, il y en a 10 parce que le dernier, il est étranger. Mais si je les classe par ordre de fortune, Bernard Arnault, bon, Les Échos, L'Opinion, Le Parisien, une partie du groupe Perdriel qui donne ça, Rodolphe Saadé, vous voyez, La Provence, Corse Matin, Famille Dassault, Xavier Niel, Le Monde. Alors, tous ces gens ne sont pas forcément de même opinion, hein, ils ne sont pas tous les mêmes opinions, mais c'est tous des gens de pouvoir. Donc c'est tous des gens qui ont un intérêt à ce que le système se reproduise, continuer à être milliardaire. Voilà. C'est intéressant parce que ce n'est pas des gens dont la profession est de posséder des médias. On pourrait dire il y a des milliardaires ou des millionnaires qui sont des gens de médias, de profession. Non, non, ça c'est des gens qui en plus achètent ça. Alors, la concentration des médias par quelques-uns pose-t-elle problème? Ben, en fait, posséder des médias, ce n'est pas forcément un problème en soi. Ça pose un problème quand ça se concentre, et que ça se concentre autour de têtes qui, globalement, socialement, représentent le petit centile de la population. Là, ça commence à poser un problème parce qu'on se demande, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent posséder les médias? Et je rappelle que les médias, c'est la façon de fabriquer l'opinion publique et c'est la façon de passer des messages, même si c'est très discrètement. Et c'est là où toute la difficulté des journalistes se trouve, parce que étant dans des structures, étant rémunérés tous les mois, comment on fait pour garder une liberté critique éventuelle? Alors, ça, c'est des choses que j'ai retrouvées parmi pas mal de protestations et de demandes d'organisation, d'action.
comment on peut garantir l'indépendance des journalistes et rétablir un pluralisme de l'information? Parce que le sujet, ce n'est pas qu'il y ait une vérité. On sait très bien que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, on regarde un événement. Déjà, dans la façon de regarder l'événement, il y a plusieurs façons de voir un événement. Mais c'est qu'il y ait la capacité à ce que des voix différentes, tout en gardant la déontologie de la charte, hein, de Munich, qui est de ne pas déformer l'événement, mais de ce qu'on en a vu, on le raconte et on l'interprète. Et c'est la pluralité qui est importante. C'est ça qui est important. Voilà, alors c'est toujours le sujet de placer des journalistes dans les instances de gouvernance des médias, de façon à pouvoir avoir une voix, peut-être changer et faire appel à la charte d'un nouveau statut juridique des rédactions dans des sociétés de presse, éventuellement un délit de trafic d'influence quand vraiment ça dérape trop dans un média. Et puis, le dernier, c'est vers la presse indépendante. C'est le fait de promouvoir, mais ça ne peut être qu'une branche, hein, mais c'est au moins que cette branche puisse grandir, c'est-à-dire avoir des médias dans lesquels journalistes et lecteurs puissent être actionnaires, c'est-à-dire contrôler eux-mêmes leur information. Alors justement, les médias indépendants. Qu'est-ce qu'on appelle un média indépendant? C'est un média dans lequel le propriétaire ne peut pas avoir d'intérêt économique majeur dans un autre secteur. C'est-à-dire que c'est effectivement la possession capitalistique ne possède que ça. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'un autre business et qui dit « tiens, je vais contrôler un média ». C'est ne pas être contrôlé non plus par l'État. Et le média, il va être d'autant plus indépendant qu'il tire l'essentiel de ses revenus de son audience. Pas de la pub, justement, parce que la pub, c'est une façon d'influencer très forte, mine de rien. Hein. Donc, se dégager de la pub. Et on l'avait vu dans le modèle de propagande de Chomsky. Et puis après, c'est le fait qu'un média indépendant, en principe, il est censé appliquer une convention collective la convention collective des journalistes, pour leur garantir leur indépendance, etc. Et c'est là où la charte de Munich revient. Ça existe, les médias indépendants, c'est fragile économiquement. Je passe à autre chose. Parce que maintenant, mettons-nous du côté des Français. Qu'est-ce que font les Français et comment ils voient l'information? Parce que c'est nous qui allons picorer à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on fait réellement et en quoi on a confiance ou pas? Ça, c'est une étude de l'ARCOM qui date de début 2024. Alors déjà, 94% des Français déclarent s'intéresser à l'information, ce qui veut dire que c'est extrêmement important, le contrôle de l'information. Il y a au moins 80% des Français qui sont intéressés par les 4 thèmes, au moins un des 4 thèmes en bleu, environnement, climat, écologie, un des 4. Et il y a 40% des Français qui sont intéressés fortement par les 4. C'est-à-dire politique, économie, société et environnement écologie. Donc les gens sont quand même très concernés par l'information. Ce qui est intéressant là, et moi j'ai mis cette diapo parce que, étant concerné sur environnement, climat, écologie, je me rends compte que les Français sont intéressés sur ce sujet, mais ne se sentent pas très bien informés. Ça c'est intéressant, ça c'est une étude sur la population française. Les Français sont intéressés par le sujet, mais ne se sentent pas bien informés. Par contre, vous voyez qu'ils ne sont pas trop intéressés, mine de rien, par la vie des stars, etc., mais ils se sentent bien informés là-dessus. Ça, c'est une diapo qui nous parle du fait de payer de façon volontaire pour avoir son information. C'est au milieu, il y a 39% des Français qui ont payé au moins une fois dans l'année pour avoir de l'info. Alors, payer une fois, ça peut être acheter une fois le journal, hein, ça peut être simplement ça, mais qui ont sorti de l'argent au moins une fois dans l'année. Parmi eux, majoritairement, c'est des gens très intéressés par l'info, et ceux qui sont peu intéressés sont très minoritaires là-dedans. Donc, c'est quand même les gens intéressés par l'info qui font le geste de payer pour l'info. Donc, c'est qu'il y a une conscience quelque part. Alors, étonnamment, les chaînes de télé linéaires restent la source d'information la plus grande. Et 66% regardent les infos au moins une fois par jour. C'est 2/3 des Français sur la télé. Et les radios, très important, 1 sur 2 une fois par jour. Et après, les moteurs de recherche, ce qui est hallucinant, c'est chercher son info dans les moteurs de recherche. Au moins une fois par jour, la moitié des Français y vont.
sur les moteurs de recherche. Et les réseaux sociaux, ce qui, moi, me fait peur personnellement, mais voilà. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Regardons justement YouTube et Facebook. YouTube qui est une chaîne et Facebook qui est un réseau. En fait, beaucoup de Français se servent de ces deux médias sur le web et beaucoup s'en servent pour s'informer. Après, les gens se servent beaucoup moins des autres applications que vous voyez ici. Twitter, il y en a beaucoup moins qui s'en servent actuellement, mais ils s'en servent beaucoup pour s'informer. Donc finalement, beaucoup de Français se servent de toutes ces applis pour s'informer. Alors ça, c'est très intéressant. 42% des Français disent pouvoir s'intéresser sans problème à des informations, sans chercher à savoir si elles sont vraies ou fausses. 42% des Français. Ça fait un tout petit peu peur. C'est vraiment des questions à se poser à nous-mêmes quand même. Voilà. La connaissance et la perception des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux diffusent à la fois, c'est des phrases qui ont été dites et on voit comment les gens y adhèrent. Hein. Les réseaux sociaux diffusent à la fois des informations vraies et fausses. Oui, les Français disent très majoritairement, oui, c'est exact. Il y a du vrai, il y a du faux. Ben ça les dérange. Heureusement. Heureusement. Par contre, il y a un truc qui ne les dérange pas du tout, c'est que les informations que je reçois varient selon la préférence des autres utilisateurs. Bon, ça ne dérange pas. Il y a des choses de l'ordre critique et des choses de l'ordre de laisser faire quand même. Hein. Voilà. Il est exact que les réseaux sociaux m'adressent certaines informations plus tôt que d'autres, et ça me dérange un tout petit peu. Pas beaucoup. Ça, le test, il est intéressant. C'est que le panel, qui est très large, hein, c'est un panel très large, c'est bien au-delà du millier, c'est un panel très large à qui on a soumis un certain nombre de phrases dans lesquelles 2 sont des vérités et tous les autres, c'est du fake. Et on leur a demandé qu'est-ce qui était vrai là-dedans, quoi. Ben, on se rend compte que plus de 60% adhèrent au moins à une thèse complotiste. Alors, il y a un tout petit nombre qui adhèrent à 6 thèses. Mais voilà, des phrases du genre la Terre est plate, quoi. Pas à ce point-là, mais de ce type-là, quoi. OK. Donc quand même, il y a une porosité des fake news qui existe dans la population. Ce qui montre qu'il y a un manque de contrôle de chacun sur ses sources d'infos, quand même pour détecter ce qui est fake de ce qui est vrai, quoi. Quelle que soit l'interprétation qu'on fait des faits après, hein, c'est un autre sujet, ça. Mais 53%, c'est une moitié, mais pas si grosse que ça, préfèrent quand même que ce soit des journalistes plutôt que des algorithmes. On a sauvé la profession, mais la moitié doute quand même des infos. Alors, en fait, malgré tout ça, les Français trouvent que les missions des journalistes sont importantes et de façon très puissante, plus de 90%. C'est-à-dire qu'il y a quand même un respect de la profession de journaliste. Parce que pour eux, c'est quand même une garantie de fiabilité et de vérité, une garantie de diversité et de liberté, quand même. Donc il y a des choses à sauver. Et quelle menace pèse sur la fiabilité? Alors, 2 grandes catégories de réponses. La menace intentionnelle d'ordre politique, dans lequel il y a plein de sujets, dont le fait de la possession des médias par des groupes capitalistiques qui ne sont pas des groupes de médias. Ça fait partie de la conscience qu'ont les gens. Et le risque lié à la technologie, il est lié aux réseaux sociaux, en fait. C'est toute cette capacité réseaux sociaux, génération de fake news, génération de fausses images, etc. Hein? Voilà, c'est une nébuleuse. Et de cette nébuleuse, je m'arrête. C'était un tour assez large pour laisser la parole à Jean-Luc. Ok, alors moi je vais aborder les choses de manière plus concrète, je vais dire. J'ai pris des exemples. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'était trouver à l'origine des exemples de faits qui avaient été abordés par les journaux, et je cherchais quelque chose où on voyait une vraie controverse dans les titres de journaux pour montrer que
des journaux avec une certaine orientation politique présentaient les faits d'une certaine manière qui était complètement opposée à la manière dont d'autres journaux la présentaient. J'ai pensé, à l'époque, à ce moment-là, on était juste dans la publication de beaucoup d'informations sur Sainte-Soline. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les histoires de Sainte-Soline, les bassines. C'était en 2023, ça s'est passé à cette époque-là. Et ce que j'ai cherché dans les journaux, c'était basé sur des publications récentes qui disaient qu'il y avait des vidéos qui avaient été retrouvées, des vidéos qui étaient celles des caméras piétonnes des gendarmes qui intervenaient et qui montraient quand même des images et surtout des propos assez choquants et assez surprenants de la part de gendarmes. En tout cas, on pouvait comprendre ça. Et donc je me disais, ça c'est un truc, ça va bien donner parce qu'on va vraiment trouver quelque chose, il va y avoir des controverses, des oppositions. Eh bien pas du tout. Pas du tout, j'étais vachement déçu. En fait, les titres étaient pratiquement tous les mêmes. On retrouvait pratiquement la même information partout. Alors je n'ai pas détaillé ça volontairement ici, mais on retrouvait pratiquement la même information partout. C'est-à-dire qu'on avait des titres d'articles dans les journaux qui disaient à peu près des enregistrements vidéo des actions des gendarmes sur leur intervention à Sainte-Soline en 2023 font maintenant l'objet d'enquêtes internes. En gros, c'est à peu près ce qu'on trouvait partout. Rien de très polémique dans tout ça, alors qu'en 2023, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait clairement des journaux qui disaient « Ouais, ces salauds qui viennent, qui veulent pomper l'eau des bassines », et les autres qui disaient « Ouais, ces manifestants, il ne faut pas les laisser faire, blablabla, ils vont tout détruire ». À l'époque, c'était beaucoup plus clair. Là, pas possible de trouver quelque chose. Donc je suis allé chercher, et puis pour venir sur ce que disait Thierry, j'ai trouvé ça. Je me suis dit déjà, ce qu'on voit, c'est que, comme dit Thierry, il y a des groupes capitalistiques, il y a 9 milliardaires français qui détiennent 80% des médias. C'est quand même un chiffre important. Donc ça veut dire que si à un moment donné, il y en a un qui ferme le robinet quelque part, comment on fait? Qu'est-ce qui fait le média? Qu'est-ce qui se passe? Okay. Donc c'est s'interroger là-dessus, ce que disait Thierry aussi, c'est que c'est intéressant de savoir qui paye quoi, qui paye pourquoi. Et alors, en cherchant un petit peu des informations qui pouvaient prêter à controverse, qui pouvaient être intéressantes sur le sujet, montrer quelque chose sur la diversité de l'information, comment on l'avait, comment on la percevait, je suis tombé sur cette info qui parlait de CNews. CNews, c'est le groupe Bolloré, il faut le savoir déjà. Donc ce n'est pas obligatoirement un groupe d'extrême gauche, on va dire, pour employer des termes très clairs. Okay. Donc Bolloré, c'est un groupe qui possède CNews, et il y a eu une intervention récemment d'une enquête qui a été faite sur les sujets abordés par CNews, notamment les sujets politiques. Et alors, c'est CNews qui s'est vanté de respecter le pluralisme en disant « mais nous, on traite aussi bien les propos des politiques de gauche que les politiques de droite ». Très bien. Sauf que CNews diffuse les propos des politiques de gauche plutôt la nuit et les propos des politiques de droite plutôt le jour. Donc qui écoute la radio à 3h du matin? Il n'y a pas beaucoup de monde. Qui écoute la radio dans la journée? Il y a vraiment beaucoup de monde. Donc ça a un petit peu énervé l'Arcom, ça a un petit peu énervé les autorités. Ils sont allés voir un petit peu plus loin. Ils se sont aperçus sur un mois entier qu'il y avait un certain nombre de faits de violence qui avaient été rapportés dans CNews, qui est environ 2 fois supérieur à l'ensemble des 3 concurrents réunis, c'est-à-dire BFM TV, France Info, LCI. Donc ça, c'est déjà un petit peu significatif. Et puis, à propos de la condamnation de Marine Le Pen dans le procès qu'elle a en cours, CNews a diffusé 147 minutes sur la critique de la décision de justice, alors que, par exemple, BFM TV n'a consacré que 65 minutes. Et on voit que CNews n'a consacré que 11 minutes sur la défense de la décision de justice, alors que BFM TV a donné 64 minutes. Donc ça veut dire que quand on a une information qui nous est donnée, on ne pense pas toujours à le faire. Ce qu'on essaie de faire ce soir, c'est un petit peu de se dire « oh, quand je lis quelque chose, quand j'entends quelque chose, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ?» Ou même qui, tiens, c'est vrai, ça peut être tel milliardaire, donc ça veut dire qu'on cherche telle chose. C'est toujours intéressant d'essayer de garder un peu ça en tête. Et puis peut-être d'aller chercher sur d'autres médias ou d'autres supports. Par contre, il y avait quelque chose d'assez intéressant, et je dirais presque
amusant à regarder, c'était ce qui concerne notre ancien président, Sarkozy. Là, on a touché quelque chose d'assez fantastique. Sarkozy fait 21 jours de prison. Il écrit un livre. Un mois après sa sortie de prison, le livre est publié et il a déjà organisé des séances de dédicaces. Donc bien évidemment, il y a un certain nombre de journaux qui se sont emparés de cette information et qui ont titré là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on voit? Le Figaro. Je ne vous donnerai pas les tendances politiques de chaque journal, je pense que vous allez comprendre. Le Figaro. Dieu, la prison, la justice, je lis parce que c'est quand même assez intéressant. Dieu, la prison, la justice, la politique, ce que contient le livre de Nicolas Sarkozy. En exclusif, un mois après sa sortie de la santé, l'ex-président publie ce mercredi son journal d'un prisonnier et la rencontre a été faite avec l'auteur et on cite un extrait où il est dit « Il y a parfois dans le destin d'un homme des jeux de miroirs qui donnent le vertige ». C'est quand même assez... ça fait sérieux. Hein. Le journal du dimanche, qui est un journal qui se situe sur la même ligne que le Figaro, écrit « Journal d'un prisonnier, les secrets du livre de Sarkozy ». Dans le journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy raconte les 21 jours passés à la prison de la Santé, la chute, la solitude, les lettres reçues, la foi retrouvée, la détermination intacte. Okay, le JDD a lu le manuscrit et révèle des pages inédites. Ah, c'est accrocheur, ça veut dire, le livre de Sarkozy, ça doit quand même être quelque chose. Ce type, il a vécu des affaires pas possibles, et puis ça lui a redonné de la vigueur. Si on lit ça, c'est ce qu'on peut penser. Après, il y a d'autres journaux qui écrivent autre chose. Le Monde, par exemple. 20 jours de prison et Nicolas Sarkozy en fait un livre. C'est comme si je sortais un essai féministe parce que j'ai vidé le lave-vaisselle. Ça, je trouve ça assez succulent. C'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu exagéré, on pourrait le dire, mais quand même, ça prend complètement le contre-pied de ce qu'on a vu juste avant. Libé, ils ont lu pour nous le journal, et ils ont bien failli se noyer dans le pathos. Petit commentaire par rapport à ce qu'on a vu avant aussi, ok ? Et puis enfin, Courrier International. Alors je suis allé prendre Courrier International parce que Courrier International, c'est pas seulement des publications françaises. Ils vont chercher sur les journaux à l'étranger des faits qui concernent la France. Et ils viennent nous les rapporter, entre autres. Et ce que j'ai sorti, c'est qu'aujourd'hui, vu de l'étranger, avec son journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy fait de la prison son atout-maître. Donc ce que je voulais faire ressortir dans tout ça, c'était que on s'habitue facilement à un journal, on s'habitue facilement à une chaîne de télévision parce qu'on l'a tous les jours. Et derrière tout ça, comme disait Thierry pour les journalistes, on rentre dans un canal de pensée. On rentre dans quelque chose qui se passe et dans lequel on est pris. Il y a en ce moment, il y a deux choses. Il y a une petite anecdote que je vais vous rapporter, que je trouve assez rigolote. Et puis il y a un fait qui se passe qui est important. La petite anecdote, c'est, je l'ai entendu, je crois que c'était ce matin, à la radio, il paraît qu'il y a un coup d'État en France. Bah ouais, il y a un coup d'État et en plus, ça a été filmé. Il y a une vidéo qui montre une journaliste devant la Tour Eiffel avec des hélicoptères qui tournent et qui très sérieusement dit en ce moment, les militaires sont emparés du pouvoir en France, le président Macron va bien. C'est un colonel dont on ne connaît pas encore le nom qui est à l'origine de ce coup d'État. Plus d'informations plus tard. Et pas, c'est lancé dans les réseaux. C'est parti sur Facebook. Bon, évidemment, vous imaginez qu'Emmanuel Macron a été mis au courant tout de suite. Première, il a commencé à réagir. Mais avant même qu'il ait pu réagir plus publiquement, ce que disait l'info qu'on a entendu, c'est qu'il a reçu un coup de téléphone d'un de ses homologues étrangers, un président africain, qui s'inquiétait déjà de savoir où ça en était en France par rapport à ce coup d'État. Okay ? Donc c'est pour dire que ça va vite quand même. Ça va très vite, ça peut aller vite et loin. Bon, après, l'origine de ce petit fait divers, je crois que c'est une ado qui a essayé de faire un truc. Mais c'est intéressant de voir que ça part à toute vitesse. L'autre chose qui est plus sérieuse, qui est en train de se passer en ce moment, c'est que Radio France est auditionnée en commission par le Sénat, en ce moment. La présidente de Radio France, Sybille Veil, a été auditionnée aujourd'hui pour des faits qui concernent deux journalistes. Thomas Legrand, Patrick Cohen, deux journalistes de Radio France, deux ex d'ailleurs, tous les deux. Thomas Legrand n'est plus journaliste à Radio France depuis 2022 et Patrick Cohen a été viré très récemment, je crois. Tous les deux s'étaient entretenus dans un café et avaient discuté ensemble et avaient tenu des propos qui étaient des propos qu'on pourrait qualifier, qui ont été qualifiés d'ailleurs, d'extrême gauche.
de gauche et d'extrême gauche. Et comme ce sont deux journalistes qui étaient influents chez France Inter, chez Radio France en général, les gens ont commencé à se dire qu'ils avaient une influence forte sur le pluralisme de Radio France et sur la manière dont Radio France pouvait publier ses informations. Donc, autrement dit, que Radio France, France Inter, avait une certaine tendance politique qui n'était pas acceptable. Or, il se trouve que ces faits qui sont rapportés aujourd'hui, se seraient passés donc il y a plusieurs années, à l'époque. Les deux journalistes ne font plus partie de Radio France. Et la présidente de Radio France, Sybille Veil, a bien expliqué clairement et a déterminé clairement les pourcentages consacrés à divers types d'informations qui sont diffusées chez Radio France, en montrant bien qu'il existait effectivement un pluralisme. Ça marche par tranche de 12 à 15%, que ce soit pour les hommes politiques, pour les artistes, pour le cinéma, etc., etc. Donc il y a tout un débat qui se fait. Les deux journalistes vont être auditionnés aussi à leur tour, je crois, demain ou après-demain. Ils vont être entendus. C'est pour montrer que, d'une part, on peut avoir des informations qui partent comme ça d'un seul coup. Là, le coup du coup d'État, c'était un petit peu fort, mais ça peut être des choses plus subtiles. Et d'autre part, on a quand même une autorité, quelque part, qui essaye de faire attention, qui dit, pour CNews, par exemple, l'Arcom leur est tombé dessus en leur disant, attention, ça ne va pas du tout, il faut corriger le tir. Et puis ils épluchent, ils continuent d'éplucher, c'est toujours en cours, le suivi de l'Arcom sur CNews. Donc c'est pour dire que, d'une part, il faut qu'on soit attentif à ce qu'on lit, ce qu'on entend, même si c'est difficile. Ce qu'on espérait faire aujourd'hui avec ce café citoyen, c'était qu'on arrive à se dire un petit peu, attention, la prochaine fois où on ouvre un journal, la prochaine fois où on ouvre la télé, c'est vrai, tiens, c'est peut-être d'où ça vient ça. Qui veut quoi là-dedans? Donc voilà, c'était un peu le but de notre intervention aujourd'hui. Oui, je reprécise pour CNews, c'est parce qu'ils sont tenus à un cahier des charges, c'est simplement ça. Parce qu'autrement, s'il n'y avait pas de cahier des charges, c'est pas un problème. C'est un média d'opinion, il n'y a aucun problème. C'est qu'effectivement, il y a un cahier des charges qui a été signé. Et puis, l'autre problème, c'est surtout la concentration de la propriété. C'est pour ça qu'il faut être très attentif. Chacun a ses positions, mais c'est d'avoir une lecture critique permanente. Le fait, par exemple, de questionner les radios du service public, c'est complètement légitime. D'ailleurs, j'ai lu aussi apparemment que le service public mettait en place une méthodologie différente pour vérifier et analyser dans le futur. Tout ça est très légitime, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir la conscience que si on ne fait pas gaffe, on peut dériver complètement et on peut avoir une puissance possédante qui est trop monocolore, etc., et qui donc fait l'opinion. Donc c'est pour avoir une lecture critique des choses. Une autre information que je voulais partager avec vous. On a entendu cette émission sur France Inter qui expliquait un petit peu, qui parlait de la presse quotidienne régionale, la PQR, ce qu'on appelle la PQR, et qui parlait du maintien de cette presse régionale ou de sa disparition, et qui expliquait que clairement, un désert médiatique, c'est-à-dire là où on n'a plus de presse régionale. La presse régionale, ça crée un lien. Les gens vont acheter le journal, les gens vont au café, boire un café, lire le journal, on se parle l'un à l'autre, on s'interpelle sur quelque chose, on lit ensemble la même presse. J'ai un beau-frère qui va, quand il est chez lui, qui va tous les matins prendre son café au troquet d'en bas, et puis il prend le journal, il lit le journal local. Et puis il a les informations comme ça. C'est souvent des publications qui sont un peu plus indépendantes, quand même. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que si ces publications disparaissent, ça laisse la place à autre chose. Pas de médias, pas de presse régionale, c'est un vide qui va être vite comblé par d'autres intérêts. Pour être plus clair, par d'autres intérêts politiques. Et il y a une espèce de diagonale géographique en France qui s'est installée, qui est un vrai désert médiatique où il n'y a pratiquement plus de quotidiens régionaux qui sont publiés, qui va en gros, oui c'est ça, qui va d'ouest en est, nord-ouest, sud-ouest à peu près. Et on s'est aperçu que sur cette diagonale, eh bien,
au moment de la disparition de cette presse régionale, on a un renforcement de la position de l'extrême droite. Donc c'est pour dire que la nature a horreur du vide, ben oui c'est ça. Donc on a un danger aussi lorsque la presse disparaît, lorsque l'information disparaît, que l'intérêt des gens soit attiré par autre chose, et c'est celui qui parle le mieux dans ce cas-là qui va gagner. Je voulais juste partager ça avec vous.